Le positionnement est probablement le concept le plus important du marketing. Il peut se définir comme étant la place occupée par le produit ou le service dans l'esprit du consommateur par rapport aux concurrents. Pour positionner un produit ou un service ou encore une marque, les entreprises ont le choix entre plusieurs options. Elles peuvent mettre l'accent sur les attributs de ce produit ou sur les avantages qu'il procure aux consommateurs. Elles peuvent avancer sur les situations de consommation ou sur des catégories d'utilisateurs ou tout simplement se placer par rapport aux concurrents ou à l'intérieur d'une catégorie de produits. Par exemple, on pourra vous vendre un rasoir comme étant le produit le plus coupant du marché. On pourra aussi bien vous vendre le même rasoir comme étant le produit destiné à des barbes dures. On pourra également vous le vendre, toujours le même produit, en fonction de la situation d'utilisation. Par exemple, le rasoir pour se raser le matin après une soirée difficile. On pourra également vous le vendre comme le rasoir des hommes de 45 ans qui ont très bien réussi professionnellement. Vous l'aurez compris, le positionnement résulte des choix que vous aurez effectués au niveau du marketing mix, mais également des décisions qui auront été prises par vos concurrents. Si vous voulez sortir le rasoir le moins cher du marché, il suffit qu'un concurrent baisse ses prix en dessous des vôtres pour que le positionnement ne soit plus crédible. Nous avons tous en mémoire des dizaines et des dizaines de positionnements. Si nous demandons par exemple de tracer le marketing mix de Kiabi par rapport à celui de Chanel, personne n'aura de difficulté à dire que les points de vente sont beaucoup plus nombreux, que les prix pratiqués sont plus bas et que la qualité n'est pas tout à fait comparable, tout comme l'image qui est associée aux deux marques. Si nous regardons plus en détail les 4 P du plan de marchéage, nous trouvons également des notions intéressantes en commençant par le P de produit. Nous trouvons ici la notion de longueur, de largeur et de profondeur de gamme que vous connaissez sans doute, mais également certaines caractéristiques d'une politique de gamme efficace. Une gamme de produits équilibrés comprendra en effet des produits leaders qui rapportent de l'argent, qui sont vecteurs d'image pour l'entreprise, des produits d'appel sur lesquels on fait généralement peu de marge mais qui permettent de drainer un flux de clientèle permanent, des produits dits tactiques qui sont là pour occuper le terrain face à des concurrents potentiels, et puis des produits d'avenir sur lesquels on mise en espérant qu'un jour le marché connaisse une bonne croissance. Parmi les notions particulièrement intéressantes que l'on rencontre en stratégie et parfois même en marketing, lorsqu'on étudie le produit, nous avons la notion de cycle de vie. Celle-ci vient de l'observation qui est faite sur les marchés qu'à chaque période donnée de la vie d'un produit ou de l'activité, on retrouve les mêmes problématiques. En effet, à sa naissance, en phase de lancement, nous proposons généralement des produits qui sont à des tarifs un peu élevés. Et nous profitons de l'absence de concurrence pour les faire adopter par ce que l'on appelle très justement d'ailleurs les early adopters ou les pionniers. S'ensuit, en règle générale, une phase de croissance où les premiers concurrents arrivent. Là, l'entreprise commence à se différencier. Ensuite va arriver une phase de maturité pendant laquelle les concurrents commencent à personnaliser les produits. La publicité est importante, chacun essaie de donner un positionnement spécifique, notion sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Enfin, une phase de déclin pendant laquelle l'entreprise se désengage peu à peu du marché et essaie de financer avec les subsides du produit en déclin le lancement des nouveaux produits. La marque est un signe matériel qui permet de distinguer les produits ou services d'une entreprise. Elle est aussi un actif des sociétés, une immobilisation incorporelle pour être plus précis, et à ce titre, elle peut être évaluée financièrement. Une bonne marque doit être bien évidemment disponible, protégeable en France grâce à l'INPI, elle doit être mémorisable, facile à prononcer, et doit évoquer si possible les qualités du produit. Elle doit également bien sonner, en langage châtié on appelle ça euphonique. On ne se rend pas toujours compte à quel point la marque apporte de la valeur. Voici un exemple très simple, c'est un t-shirt. Estimez sa valeur. Voici le même t-shirt, avec un crocodile cousu, imaginons que le crocodile est authentique. Quelle est alors sa valeur ? Elle est multipliée par 5 ou par 10, et comme vous le constatez, personne ne se pose la question concernant la qualité du tissu, le grammage du coton, la provenance ou la coupe du t-shirt. Tout le monde est d'accord pour imaginer que la position d'une marque sur un bout de tissu suffira à changer largement sa valeur, à la faire varier du simple au quintuple, voire plus, et que les caractéristiques techniques du produit sont inférées ou même négligées. Puisque nous évoquons les marques, apportons un petit complément sur les différents types de notoriété. La marque la plus présente à l'esprit détient ce que l'on appelle le top of mind, qui se traduit en français par la saillance. Il s'agit de la marque qui va spontanément venir à l'esprit des consommateurs lorsque l'on demande de citer un produit dans cette catégorie. Par exemple, si l'on demande à quelqu'un en France de citer un soda, il y a de très grandes chances qu'il vous propose Coca-Cola. On dira que Coca-Cola est la marque saillante. D'ailleurs, avant même que nous énoncions cet exemple, il est fort probable que vous ayez déjà deviné la marque que nous allions choisir. Les marques à forte notoriété peuvent espérer être reconnues et bénéficier des achats impulsifs dans les grandes surfaces ou sur le web.
Il est difficile de parler de produits sans parler d'innovation. Innover en marketing n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous imaginez. En réalité, la plupart des innovations consistent à baisser des prix, à changer le positionnement, à modifier quelques caractéristiques ou changer le nom de la marque. Parfois, effectivement, on lance un service ou un produit vraiment nouveau. Mais dans la majeure partie des cas, il comporte juste le petit plus qui permet une différenciation crédible et un positionnement original par rapport aux concurrents. Heureusement, le consommateur n'a pas de mémoire et contrairement aux idées reçues, quand vous y mettez le prix, vous pouvez tromper 1000 personnes 1000 fois. Les investissements en communication sont très conséquents, mais l'avantage est que si la nouveauté présentée fonctionne, elle peut sur le marché apporter une valorisation significative de la marque. Très prisée par les économistes car porteuse d'espoir, cette idée d'innovation s'accompagne plus de problématiques juridiques avec les brevets, de questions de sécurité et d'espionnage que de problèmes purement marketing. En réalité, 8 à 9 produits sur 10 que l'on appelle nouveaux en hypermarché sont des échecs. La proportion est encore plus grande si on y ajoute les services et que l'on considère tous les réseaux de distribution. Par exemple, les fameux océans bleus et autres allégories portées par les quelques-uns qui ont réussi résistent mal aux probabilités. En 2015, il y a en France plus de 160 000 sites marchands. Vu le petit nombre de réussites rapportées à celui-là, il est difficile de tirer des règles d'or pour réussir dans le e-commerce.